Bonsoir à vous. Si vous nous rejoignez sur CNews, soyez les bienvenus. La suite de notre actualité consacrée bien sûr à la mobilisation des Gilets jaunes. Vous le savez, ils remettent le couvert, mais avec quelle force de frappe cette fois? Le mouvement est-il déjà en train de s'essouffler ou de remobiliser les troupes, peut-être pour un enlisement, une occupation constante du terrain? Le week-end sera crucial pour jauger en tout cas de l'état de la mobilisation. Un succès, et c'est sans doute la voie vers autre chose. Une faible mobilisation, au contraire, pourrait signer une semi-victoire en l'état de l'exécutif. Christophe Castaner, dans un instant, vous le voyez sans doute à l'écran sur la gauche, va faire un état des lieux de la sécurité qui est prévu pour ce deuxième round. On l'écoutera bien sûr, on retournera immédiatement à la place Beauvau dès lors qu'il s'approchera de ce pupitre. Pour l'heure, on va peut-être présenter nos invités en attendant la venue du ministre de l'Intérieur. Merci Amélie Le Breton d'être parmi nous. On rappelle que vous êtes experte en communication politique et cofondatrice de l'agence Coriolink. Merci d'être là et bien sûr de nous éclairer de vos lumières sur ces questions. Christine Kelly va nous rejoindre également dans un instant. Allez Christine, entrez en plateau, c'est pas grave, on fait comme à la maison, il n'y a pas de problème. Et le temps que vous vous installiez, on va aller écouter Christophe Castaner qui prend la parole comme prévu, place Beauvau. Qui viennent de se clore, à laquelle s'était joint Madame Girardin, parce que vous savez aussi les événements plus particuliers qui se déroulent à La Réunion. Nous avons tenu une réunion sur un point de situation et sur la préparation de la manifestation ou des manifestations qui se dérouleront demain. D'abord un point de situation générale. En début d'après-midi, mes chiffres n'ont pas été actualisés, il y avait 5 174 manifestants en France. C'est 6 639 de moins qu'hier à la même heure de référence. À peu près 351 manifestations étaient organisées, avec moins 253 par rapport à hier, et 58 points de tension étaient identifiés, c'est 76 de moins qu'hier. Au-delà, chacun sait qu'il y aura une mobilisation demain, et nous avons souhaité, sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, en lien avec Madame Annick Girardin, travailler à la mobilisation et à la préparation de nos forces pour à la fois assurer la sécurité de celles et ceux qui souhaitent manifester, mais aussi la sécurité des usagers de la route, des usagers du commerce, des acteurs économiques, car n'oublions pas que le samedi, le dimanche, il y a de très nombreuses personnes qui travaillent en France, et puis aussi la sécurité de nos forces de l'ordre qui, depuis une semaine, sont extrêmement mobilisées sur le terrain pour assurer cette mission. Parce qu'en effet, depuis maintenant une semaine, les hommes et les femmes de ce ministère sont mobilisés tous les jours, presque chaque heure, pour encadrer ce mouvement des Gilets jaunes, pour sécuriser les points de manifestation et, lorsque c'est nécessaire, rétablir l'ordre. Ce travail s'effectue, vous le savez, dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles sur l'ensemble du territoire, parce que si cela nous a permis de libérer l'essentiel des points de tension forts, des axes de circulation, des points d'approvisionnement en produits pétroliers, quelques dizaines de dépôts systématiquement protégés, mais aussi les axes structurants, les plateformes logistiques, les attaques des manifestants se sont déplacées sur des cibles différentes, et en particulier les zones commerciales, les entreprises. J'étais ce matin dans le Gard où deux entreprises connues, et je ne cite que celle-ci, Perrier ou Royal Canin, sont en chômage technique, immobilisées en matière d'approvisionnement, et donc leurs employés sont dans l'incapacité de travailler. Vous savez, mesdames, messieurs, les tensions qui existent, ces tensions auxquelles doivent faire face nos policiers et nos gendarmes, je souhaite les remercier. Je leur ai donné pour mission de protéger ceux qui s'expriment pacifiquement et qui, évidemment, portent ce droit légitime de manifester. Je leur ai demandé, évidemment, d'accompagner ce droit fondamental d'expression et de manifestation. Mais ils se sont aussi confrontés à des personnes qui ne déposent pas de déclaration, qui ne préviennent pas de leur action et qui organisent trop souvent des points de blocage, quelquefois ne viennent pas de leur action et qui organisent trop souvent des points de blocage, quelquefois à quelques-uns, quitte à désorganiser des axes très importants. 136 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début du mouvement, dont 3 gravement, sur tout le territoire national, y compris à La Réunion. C'est inacceptable. Deux manifestants sont aujourd'hui décédés. 628 ont été blessés, dont 2 très gravement. Derrière ce chiffre, il y a des personnes qui souffrent parce que
on ne veut pas déclarer son rassemblement, parce qu'on veut s'inscrire dans une contestation qui ne tient nullement compte de la sécurité et de la vie des autres. Cela doit cesser. Et c'est pour cette raison que j'ai donné des instructions claires, précises, pour que toutes les infractions et tous les comportements dangereux qui font courir des risques aux manifestants eux-mêmes soient systématiquement sanctionnés. Demain, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers seront à nouveau sur le terrain pour prendre en compte les manifestations qui s'annoncent. J'en appelle une nouvelle fois à la responsabilité des organisateurs. La liberté d'expression leur sera garantie, mais elle ne peut pas s'exercer au détriment de la sécurité, de l'ordre public, du droit de chacun d'aller et venir. Au fond, du droit de chacun d'avoir demain une vie normale. Il n'y a pas de liberté sans ordre public. Il est nécessaire que chacun entende cela. Et le droit de manifester, je souhaite le protéger. Je souhaite éviter les accidents. Je souhaite éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. 2 morts. C'est terrible. C'est terrible et quelle que soit la situation, quel que soit le choix, quel que soit le lieu, nous devons tous nous mobiliser dans la liberté de nos paroles, dans la fonction qui sera la nôtre demain, pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. C'est la raison pour laquelle, partout où nous avons eu des demandes, nous avons veillé à sécuriser les demandes. Aucune manifestation n'a été refusée quand elle a été déclarée et que des contacts ont été pris avec les autorités. C'est vrai pour l'ensemble du territoire et c'est vrai en particulier pour Paris. Et je vais laisser la parole à Monsieur le Préfet de police. Merci, monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs. Conformément à vos orientations, Monsieur le ministre, aux orientations du gouvernement, la préfecture de police s'est préparée pour gérer demain le rassemblement informel des Gilets jaunes dans la capitale. Je dis rassemblement informel parce que nous n'avons eu aucune déclaration conforme aux dispositions du Code de la sécurité intérieure pour une initiative sur la place de la Concorde. Il y a eu des velléités, il y a eu des communiqués, mais aucune déclaration conforme à la règle de droit. Conformément au choix du gouvernement, un périmètre sécurisé est mis en place dans le centre de la capitale. Il comporte la place de la Concorde, il comporte un périmètre tout autour du palais de l'Élysée jusqu'au rond-point des Champs-Élysées et jusqu'à la Seine derrière le Petit et le Grand Palais. Il comporte également le périmètre de l'Assemblée nationale et également le périmètre de l'hôtel de Matignon. Ce périmètre signifie que sur ce territoire, aucune manifestation, aucun rassemblement, aucun cortège en lien avec les Gilets jaunes ne pourra se dérouler. Et le périmètre signifie aussi qu'ailleurs sur la capitale, la liberté de manifestation peut s'exercer et conformément aux orientations que vous avez fixées, Monsieur le ministre, nous avons pris les initiatives utiles pour qu'un rassemblement significatif puisse se dérouler sur le Champ de Mars. À cette heure, 2 déclarants ont signé à la préfecture de police une déclaration pour un rassemblement au Champ de Mars. On en verra la portée. La journée de demain devrait être marquée par des initiatives de forte mobilité, diverses et variées, durant toute la matinée. Il n'est pas certain du tout, d'après les informations dont nous disposons, que les montées soient massives depuis la province. Les indications sont plutôt d'un autre ordre, mais nous ferons face à ces situations. Le dispositif mis en place et dont j'assumerai la responsabilité repose sur 2 piliers. D'une part, notre capacité à tenir, comme il se doit, le périmètre sécurisé dont j'évoquais la teneur. La finalité de ce périmètre, c'est de protéger les institutions. Il n'y a jamais eu de manifestation acceptée sur la place de la Concorde. Les institutions de la République, le palais de l'Élysée, ici le ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale, le Premier ministère doivent être protégés. C'est le premier des devoirs. Mais dans le même temps, nous aurons la capacité, sur le reste du territoire parisien, d'une part, de faire en sorte que les manifestations régulièrement déclarées, je l'indique, il y en a 2 au Champ de Mars, se déroulent dans les meilleures conditions, et d'autre part, d'être en capacité d'intervenir pour mettre fin aux désordres excessifs, ça peut être des délits d'entrave,
pour mettre fin à des rassemblements qui pourraient être qualifiés de regroupement que l'on peut dissoudre, et surtout de mettre fin au désordre qui pourrait se traduire par des violences, voire des exactions. Ce dispositif mobile aura la capacité d'intervenir dans différents points de la capitale, déjà le matin, où on risque peut-être ici ou là des tentatives de blocage sur le périphérique, sur telle ou telle porte, et toute la journée. Voilà en quelques mots, Monsieur le Ministre, ce que je peux indiquer. J'ajoute que c'est complété par un dispositif judiciaire adapté. La Direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne mobilise les OPJ et APJ nécessaires sur un centre dédié. On libère les places utiles pour les gardes à vue qui seraient à gérer. Et en lien étroit avec le procureur de la République, nous avons les outils juridiques pour procéder sur la totalité de la ville de Paris, du territoire de Paris et sur la totalité de la journée aux contrôles d'identité qui s'imposeront. Merci Monsieur le Préfet. S'il y a quelques questions, en précisant que les 2 personnes décédées, l'une était manifestante, l'autre était usager de la route, et c'est en faisant demi-tour que l'accident a lieu, chacun le sait. Est-ce que vous avez 2 ou 3 questions? Je vous en prie. Bonjour Monsieur le Ministre. Une question sur la situation en cours à Angers. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est, à cette heure, la situation sur place? Alors tout le monde n'a pas forcément ce niveau d'information. Effectivement, une personne dotée d'un gilet jaune s'est présentée à proximité d'une station essence, a montré une grenade explosive, a indiqué qu'il était porteur de produits explosifs. Il a demandé à rencontrer le président de la République, mais avant cela, nous avons envoyé à la fois le RAID et les démineurs qui sont en cours d'évaluation du risque et de la situation. À l'heure qu'il est, je n'ai pas plus d'informations que cela. Et ça me permet de rappeler effectivement que ce fut le cas dans la semaine qui a précédé la manifestation du 17 novembre, où nos services ont démantelé un réseau terroriste qui visait précisément le 17 novembre. Le risque est présent. Le risque terroriste est présent. Et puis, il peut y avoir des actes individuels. Je n'ai pas plus d'éléments et donc je ne souhaite pas apprécier la situation, qui font courir un risque. D'où toute l'importance de faire en sorte que ce droit fondamental, je le redis, à manifester puisse être encadré, accompagné, autorisé. Ça n'est pas pour interdire. C'est au contraire pour garantir la sécurité de celles et ceux qui, demain, décideront de manifester. Merci. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Merci, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de policiers et de gendarmes seront mobilisés sur Paris? Et est-ce que vous avez prévu également des mobilisations peut-être ailleurs qu'à Paris? Il y aura des mobilisations partout en France, comme ça a été le cas la semaine dernière, à un niveau exceptionnel. J'ai fait le choix, et je n'indiquerai pas le chiffre, vous le comprendrez, pour des raisons de sécurité de l'ensemble du dispositif national, j'ai fait le choix de demander à l'ensemble de nos services une très grande mobilisation. Parce que sur les 2100 sites qui ont été improvisés, nous avons voulu sécuriser celles et ceux qui manifestaient. Et donc ça a été une mobilisation exceptionnelle. Exceptionnelle qu'évidemment, nous paierons. Nous paierons dans une capacité réduite à mobiliser demain les forces de sécurité quand nous en aurons besoin. Tout simplement parce que nos forces de sécurité, ce sont des femmes, des hommes qui évidemment ont droit au repos et qui ont été très fortement mobilisés depuis samedi dernier, qui le seront évidemment demain. Et je tiens à travers votre question à les remercier et que celles et ceux qui m'entourent puissent porter nos remerciements, parce que je pense que sans leur présence, le bilan humain, le bilan en termes de blessés graves aurait été catastrophique. Une dernière question. Vous parlez de 2100 sites. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 2100 sites qui vont être, ou des blocages, des actions qui vont avoir lieu demain? Ça, vous avez une vision un peu la semaine dernière, nous avions identifié à peu près 2500 sites possibles. 2100 sites, et j'en ai rendu compte tout au long de la journée, ont fait l'objet de manifestations qui allaient de 5 personnes à 4005 pour la plus grande manifestation que nous avons identifiée. Ça, c'est samedi dernier. Mais ces 2100 sites n'étaient pas identifiés en fonction des personnes qui se mobilisaient, mais en fonction de leur réalité stratégique. À l'entrée d'une commune, vous avez 2 ronds-points, ces 2 sites que nous avons identifiés. C'est sur la même cartographie que nous travaillons aujourd'hui. C'est cette cartographie qui est présentée derrière vous. C'était 2500 sites à peu près qui ont été identifiés, donc qui sont identifiés pour demain. 2100 l'ont été. Je ne vous dis pas qu'ils le seront demain. Je pense que beaucoup moins le seront. Il y avait une dernière question, je vous en prie. Vous attendez combien de manifestants samedi, en ordre de grandeur?
Comme la semaine dernière, il est très difficile de prévoir. La semaine dernière, le chiffre de 1 million avait été évoqué et la réalité a été fort éloignée de cela. 280 000 personnes ont été mobilisées. Nous ignorons totalement la réalité de la mobilisation de demain, tout simplement parce que nous n'avons pas d'interlocuteurs aujourd'hui qui sont en capacité de nous solliciter pour mieux organiser les choses. Par contre, ce que je sais, c'est qu'un certain nombre d'autres interlocuteurs que nous connaissons bien sont en train de s'organiser. Je pense au réseau d'ultra-gauche et au réseau d'ultra-droite qui ont décidé de se mobiliser aussi demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Vous venez de le suivre en direct, Christophe Castaner prenant la parole depuis la place Beauvau pour expliquer quel dispositif il compte mettre en œuvre demain pour parer à toute situation avec la mobilisation des Gilets jaunes. Yohann Usaï, on va aussitôt décrypter ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur. On rappelle 58 points de blocage. L'idée, c'est de tout verrouiller dans la capitale pour éviter évidemment les couacs dans le 8e qu'on a observé la semaine passée, d'où ce périmètre sécurisé, on va y revenir. Changement de ton, changement de tempo aussi de la part de la place Beauvau. Là où on avait réagi après coup, là on prend les devants avec un ton grave, solennel et de mise en garde même. Oui, l'objectif, c'est anticiper d'abord les critiques qui pourraient venir si effectivement il y avait des débordements, si la manifestation de demain se passait mal. On a vu le Rassemblement national, notamment tout au long de cette semaine, dire bien que finalement le gouvernement jouait le pourrissement et que les débordements dans les manifestations, finalement, ça arrangeait bien le gouvernement, une manière de dire que les Gilets jaunes, il fallait maintenant que ça s'arrête et qu'on passe à autre chose. Donc le gouvernement aujourd'hui cherche vraiment à sécuriser cette manifestation parisienne. Il a autorisé un rassemblement entre guillemets officiel. Ce sera sur le Champ de Mars. Pourquoi le Champ de Mars ? Eh bien parce que Christophe Castaner l'a rappelé là entre les lignes, parce que le gouvernement a l'habitude de sécuriser ce lieu. C'est vrai qu'on y organise régulièrement des concerts, on a pu voir des matchs de football durant la Coupe du Monde. Donc le ministère de l'Intérieur sait sécuriser ce lieu-là. Par contre, est-ce qu'il y aura d'autres gilets jaunes ailleurs dans la capitale ? Le gouvernement a l'air de le craindre et Christophe Castaner rappelle qu'aucun débordement, aucune autre manifestation ne sera autorisée et les lieux de pouvoir demain seront sécurisés. L'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale. Aucun rassemblement ne sera toléré à proximité de ces lieux de pouvoir. Christophe Castaner qui n'a pas voulu donner le chiffre exact concernant le nombre de policiers de CRS qui seront déployés dans Paris et en province, mais visiblement, selon les mots du ministre de l'Intérieur, le dispositif de sécurité sera demain particulièrement important. On va justement, puisque vous l'évoquez, le Champ de Mars, on va se rendre sur place. Arthur Lindon nous attend, l'un de nos reporters. Arthur, dans les conditions et les couacs éventuels qui ont été évoqués, les riverains ne cachent pas leur inquiétude ce soir. Ah, effectivement, alors les riverains peut-être ne cachent pas leur inquiétude. Nous, on est avec Sacha Robin sur le Champ de Mars et étonnamment, il n'y a aucun CRS, aucun policier, aucun dispositif de sécurité qui est en place pour l'instant, alors qu'effectivement, vous l'avez entendu il y a quelques secondes avec le préfet de police ou le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, eh bien, c'est ici que les autorités veulent que les Gilets jaunes se rassemblent, les quelques 35 000 qui ont en tout cas répondu présents sur les réseaux sociaux et qui doivent venir ici demain. Alors, de nombreux porte-parole des Gilets jaunes ont déjà expliqué qu'ils ne veulent pas rester cloîtrés au Champ de Mars, ils veulent pouvoir bouger, aller dans d'autres lieux de la capitale, comme la place de la Bastille, la place de la Concorde, mais surtout vers les lieux de pouvoir, comme l'Assemblée nationale ou le palais de l'Élysée. Mais pour l'instant, il ne se passe rien, mis à part quelques touristes. Sachez toutefois que demain, la Tour Eiffel sera fermée toute la journée. On ne va pas vous mobiliser toute la soirée par ce froid, mais néanmoins restez un peu sur place. On ne sait jamais, la situation pourrait évoluer. Christine Kelly, puisque vous nous avez rejoint, c'est vrai que la semaine dernière, à la même heure, on sentait déjà les bruissements d'un mouvement qui était plus évident. C'est incroyable le changement par rapport à la semaine dernière. C'est un peu fébrile, il y avait une certaine attente, un certain, comment dirais-je, frémissement de « mais qu'est-ce qui va se passer ?» avec un petit sourire en coin de la part de tout le monde. Et aujourd'hui, on sait ce que ça peut donner, on sait les débordements qu'il peut y avoir. Et effectivement, vendredi soir, à la même heure, il y avait déjà des rassemblements sur les Champs-Élysées. Ce que je retiens, moi, de Christophe Castaner tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'il dit ce que tout le monde dit. Personne n'en sait rien. Nous-mêmes, nous n'en savons rien. On va essayer de s'organiser, mais nous-mêmes, on ne sait pas, donc on va se mobiliser comme on peut. Tout en minimisant déjà les chiffres. Tout en minimisant les chiffres, absolument. J'ai aimé ce qu'il a dit en revanche sur la liberté d'expression. Et sera garantie la liberté d'expression de tout ça. Je n'avais pas entendu avant. Il a très rapidement dit que, attention,
il ne faut pas quand même qu'il y ait de débordement. Vous avez bien souligné effectivement le ton en dessous de la semaine dernière, où on a vu cette volonté pendant toute la semaine de cibler ce qui n'allait pas pour pouvoir décourager les Gilets jaunes. Et on a vu que l'opinion publique s'est mobilisée encore plus fortement derrière les Gilets jaunes. Donc là, on est encore une fois, mais avec peut-être un peu plus de circonspection, intéressé, et on ne sait pas ce qui va se passer demain, où on va, qui va se mobiliser et à quoi ressemblera la manifestation parisienne. Yohann, vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, simplement pour dire qu'effectivement, demain, le gouvernement, bien sûr, va regarder le nombre de manifestants, de gilets jaunes présents dans la rue, mais ce que le gouvernement regarde surtout et ce qu'il craint, c'est effectivement l'opinion publique qui massivement soutient ce mouvement. 75% des Français, 3 Français sur 4, qui soutiennent les gilets jaunes et qui se disent donc qu'effectivement, il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Ça, Emmanuel Macron, Édouard Philippe et l'ensemble du gouvernement l'ont bien compris. Ce n'est pas parce qu'il y avait 200 000 gilets jaunes dans la rue samedi dernier qu'Emmanuel Macron va annoncer des mesures mardi prochain. C'est bien parce que 3 Français sur 4 soutiennent ce mouvement et que ce sera un des thèmes centraux des prochaines élections, notamment les européennes. Merci Yohann pour ce nouveau dégagement. Il y a Paris, il y a évidemment aussi ce qui se passe en région, et là aussi c'est très important. On va rejoindre en Gironde Jérôme Rampenou. Bonsoir, vous êtes à Sainte-Eulalie. Visiblement les gilets jaunes, sont-ils nombreux d'ailleurs derrière vous? Ça c'est votre première question. Et ils ne se sentent pas trop concernés par ce qui se passe dans la capitale. Mais pourquoi donc ? Alors effectivement, pour répondre à la première question, ils sont assez nombreux sur ce rond-point. On va dire que ça oscille entre 40 et 100 personnes suivant les moments de la journée, parce que bien sûr, il faut qu'ils puissent se reposer, aller faire un petit break, dormir à côté, revenir. Mais vous voyez, ils sont organisés, ils ont le feu, ils ont à manger, ils ont de quoi s'abriter, parce que tout à l'heure on a pris des seaux d'eau quand même ici, donc il faut être très motivé pour rester. Il y a quelques minutes, on a vu un habitant du quartier qui est venu, lui qui ne manifeste pas, il est venu leur amener un énorme plat de couscous tout chaud, en leur disant voilà, j'ai pas le temps de manifester, je peux pas être avec vous, mais je vous amène de quoi tenir toute la soirée. Donc ils sont assez motivés. Quant à Paris, on leur a posé la question toute l'après-midi, savoir s'ils allaient venir ou pas à Paris. Et en fait, ils nous répondent pour beaucoup, non, ça va pas être possible parce que je suis retraité, j'ai une petite retraite et financièrement, ça va pas être possible de monter à Paris. Et la deuxième explication aussi, c'est que ils nous disaient, qu'ils ont un peu peur des masses dans les manifestations. Ils ont peur qu'il y ait beaucoup de monde et qu'il y ait aussi avec eux des casseurs au milieu. Et ça, ils ont peur de ne pas pouvoir le gérer. Donc ils préfèrent rester sur place, à bloquer ce rond-point-là, comme ils le font depuis samedi dernier. Merci à vous Jérôme Rampenou, avec une nuit qui promet d'être très très longue sur place à Sainte-Eulalie. On reviendra vers vous dans le courant de la soirée. Ce qui me donne l'occasion, Vincent Fandège, vous qui nous avez rejoint, vous êtes de la rédaction, de vous demander quels sont les principaux points de blocage observés en France. On va commencer par rappeler les principaux chiffres donnés par Christophe Castaner il y a quelques minutes. 5174 manifestants aujourd'hui sur tout le territoire, répartis sur 351 manifestations. Et il y avait plusieurs cibles principales pour les Gilets jaunes aujourd'hui. Vous le savez, c'est le début du Black Friday aujourd'hui. Alors forcément, les zones commerciales étaient touchées par des opérations escargots ou des blocages en tout cas partiels. Vous le voyez sur cette carte, bien évidemment non exhaustive. Et il y avait donc les zones commerciales ou encore les centrales d'achat qui les alimentent, donc qui étaient touchées dans le Val d'Oise, au Havre, à Brest, à Saint-Nazaire, à Nantes ou encore à Angers. Il s'agit là donc de blocages ou de barrages filtrants. Les autorités avaient prévenu auparavant qu'elles ne laisseraient aucun blocage total se faire dans ces zones commerciales. Les autoroutes ont également été bloquées aujourd'hui, des opérations escargots, des barrages filtrants et des opérations péages ouverts de la part des Gilets jaunes, encore une fois. C'est une liste non exhaustive et c'était autour des grandes villes, Nantes, Bordeaux, Toulouse où le mouvement Gilets jaunes est particulièrement suivi, Perpignan, Montpellier, Avignon où en fin d'après-midi la situation était assez compliquée sur les autoroutes autour de la ville, notamment pour aller vers Marseille, Lyon, Annecy ou encore Metz. Enfin, il y a une pénurie partielle d'essence, notamment dans le sud-est de la France, vous allez le voir sur cette carte, pénurie partielle dans 59 stations sur tout le territoire, principalement donc dans le sud-est de la France. En tout, ce sont 4 stations qui sont en rupture de stock.
Merci Vincent pour ce point. Puisque vous évoquiez le cas de Toulouse, on va préciser qu'il y a une opération escargot de grande envergure qui avait été initiée par les conducteurs de poids lourds ce matin. Et la préfecture de Haute-Garonne a annoncé que tous les points de blocage du département seraient progressivement levés. Voilà, sur ces images. Une centaine de gilets jaunes ont été évacués au niveau du péage du Muret. Ça se trouve sur l'autoroute A64. C'était il y a quelques minutes. Amélie de Montchalin, j'aimerais rebondir avec vous. On rappelle que vous êtes experte en communication politique. Vous avez fondé conjointement l'agence Coriolink, sur ce que disait Yoann, très intéressant. Le fait que l'exécutif, peu à peu, semble enclin à lâcher du lest, c'est pas tant lié à la mobilisation sur le terrain que les relais qu'elle trouve dans la société. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est riche d'enseignement. Au minimum, ce mouvement aura servi de lanceur d'alerte, d'une certaine manière. Il y a plusieurs choses dans le mouvement. Il y a la communication du mouvement lui-même, la communication du gouvernement, la communication de l'opposition, la communication des corps intermédiaires. Toutes ces différentes mécaniques ont eu plus ou moins de succès selon qui a pu parler du mouvement lui-même. Sur la façon dont le gouvernement a appréhendé notamment cet élan que les Français donnent au mouvement en mettant en avant leur soutien pour les Gilets jaunes. Il y a deux façons de le voir. Un sondage est toujours très puissant. Et là, il y a eu énormément de sondages ces derniers jours qui montraient qu'effectivement, le mouvement il était soutenu par des gens qui ne manifestaient pas forcément. Pour venir vous voir, j'ai pris un taxi qui m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il avait un gilet jaune qu'il portait pas forcément sur lui, mais qu'il mettait bien en évidence pour montrer son soutien. On en a beaucoup vu, oui, sur les tableaux de bord des voitures. Donc il y a beaucoup de gens qui manifestent de façon passive, mais qui manifestent quand même leur soutien. Les sondages, je le disais, sont effectivement là. Puis il y a aussi autre chose qu'il faut avoir en tête. Le gouvernement ne peut pas être insensible à cette nouvelle forme de manifestation extrêmement gazeuse, c'est-à-dire qu'elle est volatile parce qu'elle n'est pas représentée par un parti, par une opposition concrète. Et quand vous avez une multitude d'opposants, vous avez des opposants que vous ne pouvez pas cadrer, que vous ne pouvez pas finalement mettre dans une limite pour parler avec eux, ce qui fait que vous pouvez avoir beaucoup de débordements. Oui. Et la violence, même si les gilets jaunes, si jamais il y a des mouvements de violence, les gilets jaunes seront les premiers à être impactés dans vis-à-vis de leur visibilité, le gouvernement sera aussi responsable de cette violence parce qu'il n'aura pas su écouter, donner réponse, même partielle, à ce mouvement. Donc, il sait, enfin j'imagine, j'espère pour eux, les ministres, qu'ils doivent faire très attention dans la façon dont ils reçoivent les manifestants, même si là, ce qui est intéressant dans ce que disait M. Castaner, c'est qu'il minimisait beaucoup les choses. Il parlait d'éléments très importants, qui pourraient vous paraître anecdotiques. Il a cité Perrier et Royal Canin. Bon, comme ça, on se dit, OK, c'est deux entreprises, sauf que ce sont deux entreprises françaises que les Français connaissent bien. Et qu'est-ce qu'il se dit, M. Castaner, en disant, les salariés français ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont bloqués par d'autres personnes qui sont pourtant des citoyens. Donc, vous avez des citoyens contre des citoyens. Ça, le gouvernement sait que quand on a une division au sein de la population, c'est toujours compliqué. Les cheminots le savent aussi, quand ils font des manifestations et qu'ils ne sont pas soutenus par les Français parce qu'ils bloquent ces mêmes Français, ça permet à ce mouvement de s'essouffler, ou ça donne de l'essoufflement au mouvement au bout d'un certain temps. Ça me donnait l'occasion de présenter une autre de nos invités, Céline Verzelletti. Vous êtes secrétaire confédérale CGT. J'imagine que vous avez écouté avec attention. Vous avez tendance à être d'accord avec elle sur ce point ? Mais c'est très clair que, très généralement, le gouvernement, c'est ce qu'il fait. Monter les uns contre les autres ? Tout le temps. Mais tout le temps, c'est ce qu'il a fait. C'est diviser ou stigmatiser une partie de population. Ou, alors nous, on est habitués, les syndicalistes. Vous avez pu voir les dernières mobilisations systématiquement. Alors quand on fait grève, et là c'est le cas aussi, il y a d'ailleurs des grèves, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais c'est toujours que soit on prend en otage les citoyens, soit on est quasi des terroristes. Enfin, il y a eu des mots forts d'ailleurs suite aux dernières mobilisations. Et c'est malheureux parce que je pense que ce n'est absolument pas la réponse qui est attendue, que ce soit d'ailleurs par les organisations syndicales quand elles se mobilisent, les salariés ou là les citoyens qui se mobilisent de cette manière-là. C'est absolument pas cette réponse qu'ils attendent. Là, ce qu'on voit, c'est que la colère, elle augmente, elle monte. Alors, il donne des chiffres. Alors, en effet, il veut démontrer comme ça que ça aussi, cette histoire d'essoufflement, de chiffres, ça c'est connu. Il a tout le temps fait. Oui, il dit aujourd'hui, il y en a déjà 2 fois moins qu'hier. C'est pour dire, non, la colère, elle est là, elle est bien là, et je pense qu'elle ne cessera
fera que si, justement, le gouvernement, s'il fait on attend des actes. Ce qu'attendent les citoyens et citoyennes, ce sont bien des actes. Et aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de réponse de ce gouvernement qui reste complètement dans l'immobilisme et dans une rigidité à dire toujours la même chose, qu'ils ne changeront pas de cap. Donc, ils restent complètement sourds au mécontentement, à la colère et au mécontentement qui est légitime. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas bien et il faut absolument que cela change. Acte 2, on va dire, puisqu'on entame la deuxième semaine du mouvement. Dans cet acte 2, les confédérations, enfin la vôtre en tout cas, syndicales, vont jouer un rôle plus présent ou vous allez continuer à rester en retrait, en mode observation, parce que aussi votre présence n'est peut-être pas souhaitée au premier plan, c'est-à-dire que ça échappe complètement Alors là, c'est bien évidemment, je l'ai dit, c'est un mouvement qui a été citoyen, qui a été décidé par des citoyens. Donc vous allez continuer à observer de l'extérieur tout ça ? Alors non, on observe, je ne sais pas si c'est le mot. Ce qui est sûr, c'est que nous, je pense que les choses, elles vont bouger. Nous, on souhaite un mouvement et une mobilisation sociale très forte, parce qu'on le dit depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ce n'est que si les gens prennent leur destin en main qu'on pourra changer les choses. Et ce n'est que unis et solidaires qu'on pourra avoir des mobilisations importantes pour changer les choses. Alors, je prends un exemple. On en parlait avec Jean-Pierre Mercier la semaine dernière. Il disait qu'il faudra qu'il y ait des appels à la grève, mais c'est fait déjà ou pas ? Alors, il y a déjà des appels à la grève, mais alors... Par exemple, vous disiez qu'il n'y avait plus d'essence sur certains endroits, notamment dans le sud. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a 7 ou 8 raffineries où les salariés sont en grève, notamment à l'appel de CGT et FO, je crois. Donc il y a des grèves au niveau de ces raffineries pour demander des augmentations de salaire. Puisque nous, on a dit que aussi, ce qui était très important, c'est de pouvoir avoir des augmentations de salaire, puisqu'on est sur une problématique de pouvoir d'achat, de cherté de vie, et donc de conditions de vie qui sont complètement dégradées. Donc oui, il y a déjà des mobilisations de grève, parce qu'il y a actuellement des négociations sur les salaires. Et donc sur ces secteurs-là, on a déjà lancé des mots de grève, et il y aura d'autres secteurs qui seront touchés, plus... Nous avons appelé à d'autres mobilisations, des manifestations, comment c'est le On y reviendra, vous inquiétez pas, vous allez rester avec nous dans le courant de cette émission. Je vais me tourner vers Thomas Goussard, vous êtes rédacteur en chef du service digital de CNews. On a parlé tout à l'heure de l'opinion publique, de relais que ça a auprès des Français, de la manière dont l'exécutif abordait tout cela. On rappelle évidemment que c'est né sur les réseaux sociaux. Facebook a été vraiment à la manœuvre. Mais aujourd'hui, il y en a qui accusent les réseaux sociaux de censurer leur contenu et qui crient même au complot. On va essayer de démêler le vrai du faux dans tout ça. Alors ça a commencé déjà la semaine dernière. Avant le premier rassemblement du 17 novembre, il y a quelques événements qui ont disparu sur Facebook. Les events Facebook, c'est un rassemblement, un anniversaire, vous vous organisez, les gens peuvent cliquer, je participe, je ne participe pas. Et il y en a qui ont été supprimés, donc on a contacté Facebook. Il y a plusieurs médias qui les ont contactés, ils ont analysé une 50aine de liens qui avaient disparu depuis. Et Facebook affirme que dans tous les cas, ces 50 cas, les liens ont été supprimés par l'organisateur lui-même de l'événement. Donc c'est assez simple en fait. Donc il n'y a pas eu de censure a priori. D'après Facebook, absolument pas. Ce sont des organisateurs d'événements qui se sont... vous avez parlé de volatiles. Ils se sont plusieurs à s'être organisés au même lieu, au même endroit, le même jour. Ils se sont contactés entre eux. Ça ne sert à rien de faire 3 événements au même rond-point. Donc moi, j'ai plus de participants. Je garde mon événement. Toi, tu supprimes le tien. Ils se sont mis d'accord. Ah oui, donc c'est juste une question d'organisation, a priori. Voilà, sauf que les personnes qui étaient inscrites ont reçu un message comme quoi l'événement est supprimé. Donc tout de suite, ça a crié au scandale. Et ça fait boule de neige sur les réseaux. D'accord. Il n'y a pas eu de... Tout ça, c'est un petit peu... On s'est un petit peu enflammé... C'est aussi une technique... de marketing viral, de crier au complot. Vous postez une vidéo, regardez tout de suite ma vidéo, partagez-la, sinon elle va être supprimée. Ça marche relativement bien. Regardez, mon post a été censuré, c'est la preuve qu'on dérange. Vous avez même une rumeur qui disait que Mark Zuckerberg avait retiré à la demande d'Emmanuel Macron lui-même les posts Facebook. Merci beaucoup, Thomas. On va marquer une courte pause et puis on vous rappelle que demain, c'est le deuxième acte de cette mobilisation des Gilets jaunes. Une forte mobilisation a priori attendue ou espérée par les organisateurs dans la capitale. C'est moins sûr pour ce qui est des régions, parce que là, ça pourrait être des actions plus sporadiques. En tout cas, demain, ça sera quand même peut-être l'heure de vérité pour les initiateurs du mouvement Gilets jaunes et pour ce mouvement citoyen qui souhaitait faire boule de neige. On verra si vraiment les germes d'une révolte citoyenne peuvent prendre à partir de cette mobilisation. A tout de suite sur CNews.
Bienvenue dans Punchline, si vous nous retrouvez sur CNews. Les Gilets jaunes, 7e jour de mobilisation. Ils ont bien l'intention d'occuper à nouveau le pavé ce samedi avec une forte mobilisation a priori attendue à Paris. Mais le gouvernement, entre-temps, semble avoir pris la mesure du manque d'organisation du week-end passé. Je vous propose à cet effet d'écouter Christophe Castaner. Il a pris la parole il y a environ 3/4 d'heure. J'en appelle une nouvelle fois à la responsabilité des organisateurs. La liberté d'expression leur sera garantie, mais elle ne peut pas s'exercer au détriment de la sécurité, de l'ordre public, du droit de chacun d'aller et venir. Au fond, du droit de chacun d'avoir demain une vie normale. Il n'y a pas de liberté sans ordre public. Il est nécessaire que chacun entende cela. Yohann Usaï, on sent bien la mise en garde dans le ton employé par le ministre de l'Intérieur ce soir. Oui, il essaie de jouer les équilibristes en quelque sorte, Christophe Castaner. Pourquoi ? Parce que l'opposition et les Gilets jaunes également ont accusé le gouvernement d'essayer d'arrêter cette mobilisation, d'essayer de jouer en quelque sorte sur les débordements, les risques que cela faisait courir à la sécurité pour essayer de diviser, entre guillemets. Ça, c'est une accusation de l'opposition. Donc là, Christophe Castaner dit je suis évidemment très sensible à la liberté d'expression, mais il ne peut pas y avoir de liberté d'expression sans sécurité. Donc ce que fait le gouvernement demain, c'est qu'il autorise une manifestation entre guillemets officielle, puisqu'elle ne l'est pas vraiment, mais en tout cas une manifestation qui sera sécurisée. Ce sera sur le Champ de Mars. Et Christophe Castaner dit craindre que des Gilets jaunes essaient d'aller manifester vers d'autres lieux de pouvoir, l'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale. Et donc là, le ministre de l'Intérieur est très ferme. Il dit pas question de manifester ailleurs, pas question de faire courir des risques aux manifestants et à ceux qui se trouveraient à proximité, parce que là, il anticipe un autre risque, une autre critique potentielle de l'opposition, qui serait de ne pas assurer la sécurité des Français. Christine Kelly, une réaction peut-être à cette reprise en main, disons, de l'exécutif sur la question ? Une vraie réponse sécuritaire qu'on a observée pendant toute la semaine. On voit effectivement qu'elle baisse un peu de ton, mais elle intervient aussi à la veille d'une réponse politique. On sait qu'Emmanuel Macron devrait dialoguer un peu plus ouvertement avec les Gilets jaunes. Et même pendant la semaine, on a eu une tentative de réponse politique. On voit que à la fois les Gilets jaunes s'adaptent sur le terrain, à la fois le gouvernement essaie de s'adapter. On a eu Édouard Philippe qui s'est exprimé. Juste après, il y a eu l'annonce de la mobilisation de samedi. On a eu François Bayrou, on a eu Nicolas Hulot et cette annonce de Macron. Et on voit aussi que la communication, comme on parlait tout à l'heure, a été... Et c'est un phénomène extraordinaire, je trouve, à observer, mais vraiment pour notre société aujourd'hui, parce qu'on a vu ces Gilets jaunes sortir de n'importe où. On voit des têtes émerger. Je note vraiment qu'il y a des femmes qui émergent. Ça, on a rarement vu ça, à mon avis, dans les manifestations. Des femmes, on a vu tout à l'heure des enfants, des familles qui se réunissent, qui se relaient comme ça sur le terrain. On ne sait pas où on va, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et là, c'est au niveau de la communication, tout le monde essaie de s'adapter. Je trouve que même pour le chef de l'État, l'exécutif, qui est arrivé aussi de façon impromptue, on va dire, au niveau politique, il a aujourd'hui une formidable opportunité de transformer justement cette crise en opportunité, d'adapter une nouvelle communication avec les réseaux sociaux, on a vu, qui ont tout bouleversé, parce qu'aujourd'hui, les corps intermédiaires ont été remplacés par les réseaux sociaux, tout a été remplacé par les réseaux sociaux, presque les journalistes. C'est bien comme expression, remplacer une crise par une opportunité. Ça doit parler à la communicante que vous êtes, Amélie Le Breton. Oui, c'est effectivement un mouvement qui est extrêmement intéressant du point de vue de la communication, parce que comme il est très diffus et très divers, il y a d'abord une question sur les interlocuteurs. Quand on fait de la politique et de la communication politique, on a l'habitude, on a un messager et qui va dialoguer avec quelqu'un qui est son opposant, par exemple, mais quelqu'un qui est identifié, qui est légitimé par une organisation, soit syndicale, soit diverse. Là, il y a eu des prises de parole de gens totalement diverses. Alors, certains émergent plus que d'autres, mais c'est difficile pour l'exécutif de trouver un interlocuteur avec lequel négocier, parce qu'il est trop différent. Et puis, il y a autre chose, là, qui pourra être un frein pour le mouvement des Gilets jaunes, c'est la diversité des revendications. De la même façon, quand on fait de la communication, on apprend, nous, à nos étudiants, on apprend aussi à nos clients, que quand vous avez un message, ça passe bien. Si vous avez 10 messages, les gens ne vont pas retenir les messages. Au départ, il n'y en avait qu'un. Et puis, c'est un peu perdu, dilué dans l'immensité de
De la colère ressentie et exprimée, effectivement. Donc, soit on resserre le message sur la hausse des carburants et la hausse des taxes qui sont liées à à un coût de la vie plus cher et donc à un pouvoir d'achat. Et là, on est cohérent. Soit il continue sur un terrain politique. Il y a quand même eu la destitution du président, la dissolution du Parlement. Enfin, on est sur des choses où, du coup, comme on n'a pas un message clair, les Français peuvent être un peu perturbés. Et surtout, le politique dit « Ah, mais moi, je ne sais pas avec qui je dois négocier, je ne sais pas quoi négocier ». D'où cette espèce un peu dialogue de sourds. Votre réaction, Céline Verzelletti, il y a trop de messages, on s'y perd après, c'est un petit Ou le message c'est le même, c'est le pouvoir d'achat? Après, c'est un petit peu le principe de mouvement citoyen. En effet, c'est pas comme quand c'est des organisations syndicales ou politiques, où là, ce sont des organisations dites représentatives qui sont organisées, où on a débattu sur des revendications particulières. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent et ça perturbe beaucoup de monde. Certes, moi je pense que quand même le point commun, c'est qu'ils dénoncent la politique du gouvernement, c'est qu'ils ne veulent plus de cette politique, ça c'est une première des choses, c'est qu'en effet, ils ciblent beaucoup le gouvernement en disant que voilà, il faut qu'il soit entendu, en tout cas ils veulent une autre politique. Ça, me semble-t-il, que c'est vraiment un des points communs. C'est pour ça que ça serait bien qu'il soit entendu, je pense, parce que ce qu'ils disent, c'est quand même intéressant, même s'il y a multiples, bien évidemment, ces différentes personnes. Moi, je le redis, c'est un mouvement citoyen. Après, les choses ont évolué. Il parlait au départ de suppression de taxes. Il y en a qui demandent une amélioration du pouvoir d'achat. Donc, il y en a qui sont quasi sur les revendications que nous pouvons porter, c'est-à-dire une augmentation, revalorisation des salaires, une fiscalité plus juste, parce qu'il parle aussi beaucoup d'injustice sociale, qui est bien une réalité. Donc, une autre fiscalité, c'est-à-dire qu'on doit taxer beaucoup plus les riches que les pauvres. Il faut qu'on puisse contribuer en fonction de nos moyens. Et aujourd'hui, finalement, les riches contribuent moins que les pauvres. Et c'est ça aussi qui est dénoncé. C'est-à-dire que ceux qui travaillent et ceux qui vivent des richesses qu'ils créent, finalement, ont beaucoup moins que les actionnaires ou autres qui, eux, captent toutes les richesses alors qu'ils ne produisent pas ces richesses. Merci beaucoup. On va retourner sur le terrain. On va se rendre à Paris. On attend peut-être 30 000 participants à cette mobilisation des Gilets jaunes demain. On sait que le gouvernement privilégie le Champ de Mars pour tenter de contenir tout cela. Nous sommes, vous le voyez, en duplex avec Olivier Lequeré. Il est maire adjoint du 7e. On a entendu évidemment, enfin on a lu la réaction de Rachida Dati opposée absolument à cette initiative. Votre sentiment à vous, c'est que ce n'était pas le lieu approprié demain pour rassembler tout le monde ? Ah oui, écoutez, je vous le confirme. Déjà, au-delà du problème du Champ de Mars, nous n'avons jamais été informés par le préfet de police. Nous l'avons appris par les médias. Donc Rachida Dati l'a appris par les médias. Concernant le Champ de Mars, Madame Dati avait réussi à obtenir 500 000 euros pour la réfection des pelouses du Champ de Mars. Et là, on nous dit qu'on va mettre entre 30 et 35 000 manifestants, et ils ont tout à fait le droit de manifester, sur le Champ de Mars. Écoutez, franchement, il y a une espèce d'incohérence qui est faite au mépris total et des Parisiens, des élus locaux bien évidemment, mais également des Gilets jaunes eux-mêmes. Les agents de la ville de Paris vont retrouver le Champ de Mars dans un état absolument incroyable. Après, vous pouvez entendre aussi les préoccupations du gouvernement de ne pas voir le mouvement trop déborder et être incontrôlable dans les rues de Paris. On a vu ce que ça a donné quand il fallait repousser des manifestants du côté de la rue Saint-Honoré la semaine dernière. Non, je suis parfaitement d'accord avec cela. En revanche, si ce gouvernement isolé et arrogant avait donné une réponse satisfaisante aux Gilets jaunes, on n'en serait pas là. D'accord. Donc il fallait plier après la mobilisation de la semaine dernière. Vous étiez pour qu'on se mette autour de la table et qu'on fasse des propositions. Lesquelles, par exemple ? L'abandon de la taxe carbone ? Ah bah écoutez, c'est la moindre des choses. Là, il faut discuter avec les Gilets jaunes, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc la réaction des Gilets jaunes est cohérente. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de débordement, bien évidemment, sur le Champ de Mars ou même dans Paris et dans toute la France. Merci Olivier Lequeré. En tout cas, il n'y a pas grand monde derrière vous encore, nous disait notre équipe qui vous accompagne, n'est-ce pas ? Vous pouvez nous confirmer là, à 19h quasiment ?
C'est très timide. La Toulouse je est encore intacte. vous le confirme. Nous n'avons aucune connaissance du périmètre de sécurité autour du Champ de Mars. En revanche, nous sommes très au courant de ce qui va se passer autour de Matignon et de l'Assemblée nationale. Merci à vous et merci à notre équipe qui vous accompagne. On voit que l'image a figé. C'était le bon moment pour mettre un terme au duplex. Merci à Sacha Robin et à Arthur Lindon qui sont sur place. Christine Kelly, c'est hyper intéressant. Ce qu'on apprend, évidemment, c'est que les politiques, quand même, ils distillent leur message. Ils approuvent de plein pied maintenant le message des Gilets jaunes. Enfin, il y a des choses qui se passent là du côté des politiques. Ils sont beaucoup plus vocaux qu'avant. Oui, d'autant plus que les Gilets jaunes les rejettent, ne veulent pas de récupération politique. Donc on sent qu'ils sont mis à l'écart, ils veulent quand même trouver une place, ils essaient d'exister à leur façon. Là, ce qu'on peut observer avec l'intervention de cet élu, comme avec beaucoup d'autres interventions, en tant que simple observateur, rares sont les fois où on a entendu que, par exemple, le Champ de Mars peut poser problème pour une manifestation. Ça, les Gilets jaunes l'entendent et ça les révolte lorsqu'on entend ça sur le terrain. Rares sont les fois où on a entendu justement autant de coups de projecteur sur peut-être des débordements, etc. Rappelons-nous quand même, et toujours ensemble, que simple observateur, le 1er mai, ce qui s'était passé, les Black Blocs, etc., pour des manifestations extrêmement organisées, régulières, d'année en année, on sait qu'elles sont structurées, bien organisées, et la lourdeur des débordements qu'il y a eu, ça révolte les Gilets jaunes de se dire qu'on les accuse avant même d'avoir commencé. En revanche, ce qu'on peut voir aussi, c'est l'adaptation de chacun sur le terrain. Les Gilets jaunes, ils entendent un message, ils s'adaptent. Ah bon, on commence à nous critiquer, on va essayer de faire des messages un peu plus sympa. On va essayer de se rendre un peu plus sympa auprès de l'opinion publique, plus de messages positifs, c'est-à-dire d'actions positives, c'est-à-dire on va faire des péages gratuits, on va essayer de ralentir mais pas bloquer. Donc ce phénomène est extraordinaire où chacun essaie de s'adapter sur le terrain, mais pour l'instant, les Gilets jaunes, c'est vraiment le chat et la souris. On veut bloquer, ben non, on ne bloque pas, on fait péage gratuit. Vous nous attendez au Champ de Mars, ben non, ça ne sera pas au Champ de Mars. Vous attendez peut-être à Paris, eh ben peut-être qu'ils ne seront pas à Paris et qu'ils seront peut-être en province et plus nombreux, qui sait. Parce que qui peut payer leur billet pour arriver à Paris? Pour l'instant, c'est assez compliqué. Merci Christine pour ce dégagement. Je me tourne vers Vincent pour faire un point au-delà donc de ce qu'on a dit à propos de Paris et du Champ de Mars, sur les points de blocage, sur le nombre de manifestants. Comment ça se passe un peu partout sur le territoire ce soir? On va rappeler les chiffres donnés par Christophe Castaner tout à l'heure. 5174 manifestants aujourd'hui, c'est 6139 en moins par rapport à hier. Christophe Castaner a donc voulu un petit peu souligner l'essoufflement de ce mouvement Gilets jaunes à son 7e jour. 350 manifestations et plusieurs cibles pour les Gilets jaunes. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le coup d'envoi du Black Friday, forcément. Première cible pour les Gilets jaunes, c'était les zones commerciales ou les centrales d'achat qui les alimentent. On le voit sur cette carte non exhaustive, bien évidemment. Le Val d'Oise a été touché par certains blocages. Rouen, Le Havre, Brest, Saint-Nazaire, Nantes ou encore Angers. Les autorités ont été assez claires. On est d'accord pour qu'il y ait éventuellement des opérations de barrage filtrant, mais aucun blocage total de ces zones. Les autoroutes, elles aussi, ont été touchées aujourd'hui. Plusieurs actions, des opérations escargots, là aussi des barrages filtrants et des opérations péages ouverts de la part des Gilets jaunes. Vous le voyez sur cette carte, les autoroutes autour de ces grandes villes que nous avons notées ont été largement bloqué. Nantes, Bordeaux, Toulouse où le mouvement Gilets jaunes est particulièrement suivi. La situation était assez compliquée à Avignon aujourd'hui également, Lyon, Annecy ou encore Metz. Enfin, certaines régions sont touchées par un début de pénurie d'essence. Pas de panique, c'était une pénurie partielle. Pourquoi? Parce que des dépôts de carburant et des raffineries ont été bloqués ces derniers jours. À cela s'ajoute des Français qui veulent faire leur plein au cas où. Et bien forcément, certaines stations essence sont en pénurie partielle. 59 donc principalement dans le sud-est de la France, comme on le voit sur cette carte. Et en tout, seulement 4 stations sont en rupture de stock. Merci beaucoup Vincent. On va faire aussi le point sur ce mouvement né sur les réseaux sociaux avec vous, Thomas Goussard. Vous êtes rédacteur en chef du service digital de CNews. Il faut dire qu'il y en a certains qui ont accusé les organisateurs de censurer leur contenu. De nombreux internautes s'en sont plaints. Est-ce que c'est une info ou il y a un peu d'intox? Comment on peut y voir clair sur tout ça?
Moi, je n'ai trouvé aucune trace de censure de la part de Facebook qui concerne les gilets jaunes en tant que tels. Oui. Après, si certains ont vu leur post supprimé parce qu'ils avaient tenu des propos qui ne respectaient pas la charte Facebook, c'est autre chose. Ça, c'est le jeu, oui, ok. C'est comme ça que ça marche, oui. Facebook affirme ne censurer que ce qui ne convient pas à sa charte Facebook, à savoir les messages à caractère raciste, les incitations à la haine, à la violence. Là, j'ai en direct quasiment un mouvement politique qui me dit que si ils sont censurés sur Facebook, leur lien ne marche pas. Moi, leur lien de leur pétition fonctionne. C'est justement la pétition dont on parlait sur la démission de l'Assemblée nationale. Mais sur les rassemblements, à proprement parler, certains ont disparu. Peut-être qu'il y a eu juste un écrémage logistique. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors Facebook, qui a enquêté sur toutes les disparitions d'événements, nous affirme que tous ceux qui ont été supprimés l'ont été par leur organisateur, pas par qui que ce soit d'autre. Mais on sent, pardon, hein, mais on sent cette paranoïa quand même chez les Gilets jaunes. J'en ai rencontré sur le terrain en passant, et il y avait des forces de l'ordre qui étaient pas loin. Et il y en a une qui disait, mais je vais me faire embarquer. Je dis, mais pourquoi? Mais non, mais parce que j'ai peur, je vais me faire embarquer. Un autre qui me disait, mais oui, mais moi sur Facebook, effectivement, on a supprimé les messages, etc. Oui, certains disaient avoir été intimidés. Intimidés, menacés. Alors on sent cette paranoïa, et justement, on ne sait jamais qui a raison, qui a tort, et c'est bien d'avoir des informations comme celle-ci, parce que tout le monde va de sa propre information et tout le monde lâche son information sans vérification. Il y a eu quand même plusieurs arrestations, ça c'est du vrai aussi. Ah oui, bien sûr. Il y a eu des centaines d'arrestations quand même. Oui, il y a eu des arrestations. Mais des arrestations, on a retrouvé la trace des premiers initiateurs aussi du projet. C'est-à-dire que les renseignements, forcément, ont travaillé en sous-main. Mais ça, c'est le cas. Et puis des arrestations peut-être de ceux qui ont agressé d'autres. En tout cas, il y a eu de la répression aussi policière. Comme souvent, malheureusement, lors des mobilisations. Un dernier mot La paranoïa est quasiment quotidienne de toute façon sur les réseaux sociaux. Donc dès que vous avez un mouvement comme ça qui cristallise des opinions diverses et variées, il y a forcément l'utilisation de la paranoïa pour mobiliser ses partisans ou ses opposants. Ces dernières heures, on en recensait combien à peu près des rassemblements ou des appels Facebook? On a une idée du chiffre? C'est très compliqué. Vous avez 200 pages groupe événements qui portent le mot gilet jaune. Mais après, vous avez mobilisation, vous avez 24 novembre. Vous avez des groupes de 2 personnes qui sont 2 amis qui ont décidé de faire ça comme un amusement, en passe-temps. Tel village, vous décidez de bloquer un rond-point, vous avez 5 amis, c'est un événement. Vous avez acte 2, toute la France à Paris, il y a 200 000 personnes intéressées. D'accord. C'est pas 200 000 participants, c'est 200 000 personnes qui soutiennent. Mais même l'exécutif reconnaît que pour l'instant on tape plutôt sur les 30 000 demain. Si le Champ de Mars reste comme il l'est clairsemé ce soir, pour l'instant on en est assez loin, mais enfin sait-on jamais, il est encore très tôt. Merci à tous d'avoir préparé à ce débat. Certains vont rester, d'autres vont céder leur place et prendre un repos bien mérité. On continue de suivre avec attention ce qui va se dérouler demain dans la capitale et partout en France, bien sûr. La mobilisation des Gilets jaunes qui en sera à ce moment-là à son 8e jour de mouvement. On en parle dans un tout petit instant sur CNews. Restez avec nous.